Je voudrais vous demander d'éclaircir un petit peu l'analyse que vous faites des différents programmes des principaux candidats de droite à la primaire, puisque les candidats de gauche, on ne les connaît pas. On en devine un, mais c'est tout. Est-ce que certains de ces programmes, des principaux candidats, ont plutôt votre faveur? Est-ce qu'ils répondent... quel est celui ou ceux qui répondent le plus à vos préoccupations, et notamment aux préoccupations immédiates de la France en 2017, puisqu'il semble que si ce rendez-vous n'est pas tenu, c'est quand même... on plonge a priori véritablement dans une catastrophe. Et en prolongement de tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que le système politique français actuellement, avec deux chambres, avec un bicamérisme, n'est pas une entrave certaine à la réforme, et que finalement la seule issue, c'est de procéder par voie d'ordonnance et également par référendum? Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Je vous laisse la parole pour introduire le débat sur ces questions-là. Merci Jacques pour ces questions. Alors, sur le comparateur des programmes et l'analyse des programmes, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Après, c'est encore à affiner. Par exemple, Nicolas Sarkozy dit on va faire du 1 sur 2 dans les administrations publiques. Le 1 sur 2... Entre 2007 et 2012, on a bien vu ce que ça a donné. Ça a donné 150 000 postes de moins au niveau de l'État, mais l'équivalent en plus, voire plus, au niveau des collectivités locales et des hôpitaux. Donc, c'est pas satisfaisant. Et la masse salariale a continué d'augmenter parce qu'on a rétrocédé jusqu'à 75% des économies sur l'année, par exemple, 2008. Ça, c'est un rapport de l'Inspection générale des finances que nous, on a pu consulter, mais qu'on a dû recopier à la main parce qu'il était filigrané, je l'explique dans mon précédent livre, et donc on aurait su quel était l'agent qui nous avait donné le rapport. Et donc, à côté d'une photocopieuse, recopier un rapport à la main au XXIe siècle, je peux vous dire, c'est une expérience originale. Mais, et puis avec un smartphone où on pouvait prendre tout en photo, mais voilà, donc on a à affiner. Voilà. Le 1 sur 2, c'est pas satisfaisant aujourd'hui. Il va falloir faire plutôt du gel des embauches pendant plutôt 3-4 ans sur l'ensemble des postes publics. C'est ça, concrètement. Et en même temps, augmenter le temps de travail. Mais, par exemple, Nicolas Sarkozy dit le 1 sur 2 et François Fillon dit augmentation du temps de travail des agents. Faut mixer un peu tout ça. Fillon dit baisse de 100 milliards des impôts, 50 milliards sur les entreprises, 50 milliards sur les ménages. Nous, on dit non. Si on regarde ce qu'il faut baisser, c'est 90 milliards sur les entreprises, 10 milliards sur les ménages. C'est ça l'équation. Donc là aussi, il faut affiner. Il faut comparer avec les autres pays, voir là où on est plus cher, là où ça pèse plus en termes de PO. Petite indication, sur les dernières années, 2007-2014, on a un PIB qui a augmenté en PIB marchand de 90 milliards d'euros. Les prélèvements obligatoires ont augmenté de 140 milliards d'euros en France sur la même période. Faut comprendre où part la création de richesses marchandes. Elle part directement en PO sur les dernières années. Donc là-dessus, je pense que les candidats n'ont pas encore assez affiné même le diagnostic et les comparaisons. Et c'est plus facile de dire pour un candidat, je vais faire 50-50, 50% sur les entreprises, 50% sur les ménages, que d'assumer qu'il va falloir énormément encore baisser le poids des prélèvements obligatoires sur les entreprises et qu'on en sera tous gagnants. Parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse, qui peuvent embaucher et qui peuvent donc permettre aux ménages de gagner plus et de trouver un emploi et de sortir de la précarité, etc., etc. Quand Nicolas Sarkozy dit je baisse de 100 milliards les dépenses publiques, le chiffrage est encore très light, Parce que d'abord, il commence à dire je fais converger les régimes de retraite à partir de, si je me souviens bien, il dit 2020. Ah mais là, d'accord, il y a des économies à faire sur les retraites. D'abord, il faut les chiffrer. Et puis ensuite, si tu commences en 2020, ça suffit pas. Il faut commencer tout de suite, la convergence. Là, on voit pas où ils sont ces 100 milliards. Il n'y a pas de chiffrage. Il n'y a pas de détail. Alors nous, on a un détail qu'on n'a pas encore publié. On arrive à 117 milliards sur la période.
Mais après, il faut faire toute la montée en puissance, parce que vous ne faites pas 117 milliards d'un an sur l'autre, c'est ridicule. Hein, il faut presque imaginer que ça dépasse même la période du quinquennat. Déjà, pour chiffrer les 60 milliards d'économies, on était sur 5 ans. Déjà, c'était rude. Donc, 110 ou 120 milliards d'économies, ça demande de serrer énormément. Hein. Ça demande de faire baisser de 10-15% les dépenses de fonctionnement. C'est à terme, c'est très conséquent. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de répartition. On ne dit pas combien on va faire d'économies sur l'État, sur les collectivités locales, sur la Sécu, comment on va faire baisser les dépenses sociales. Enfin, il n'y a pas encore vraiment de proposition très claire d'aucun candidat sur les méthodes de frein à l'endettement qui sont utilisées en Suisse, en Suède, et qui permettent justement d'être beaucoup plus sur du pluriannuel. Nous, on a un problème. On est à la fois sur des documents pluriannuels qui sont présentés à la Commission avec le Trésor à Bercy, et en même temps, en parallèle, on est sur une vision totalement annualisée du budget. Donc, on est un peu en double aveugle, parce que d'un côté, on réfléchit sur plusieurs années avec une direction, et on travaille de manière annuelle avec l'autre direction et avec le Parlement. Donc là, il y a tout un travail à faire aussi de réforme de Bercy, etc., qui est jamais évoqué. Donc, je pense que les candidats sont sur des bonnes intuitions, mais ils n'ont pas encore affiné de manière très, très importante leurs propositions. Bruno Le Maire dit il faut en finir avec le paritarisme, il faut réformer, mais il donne pas encore la substance de la réforme exactement. Sur le RSI, certains d'entre vous m'en parlaient tout à l'heure. C'est très intéressant. On dit c'est la fin du salariat. Ok, moi je veux bien, mais alors on fait tout pour dissuader les gens de devenir indépendants dans ce pays. Donc, si c'est la fin du salariat et que tout le monde demain va être un peu à son compte, moi je suis pas contre. Je pense pas que tout le monde sera à son compte, mais je suis pas contre l'idée qu'il y ait plus d'indépendants. En même temps, on a fait une étude. Hier, j'avais un des services du Premier ministre qui m'appelait. Alors, il m'appelle que quand ils ont besoin de nous, mais pas pour nous valoriser nos travaux, mais quand ils ont pas assez de publications, ils disent bon, vous voulez pas nous aider. Donc là-dessus. Sur le RSI, on a fait la comparaison internationale et on a fait la comparaison entre un indépendant qui gagne un SMIC et un salarié qui gagne un SMIC. L'indépendant, il y perd complètement en termes de protection sociale. Il n'a pas le chômage, il a des jours de carence énormes pour la maladie, 8 jours, ça peut aller jusqu'à 90 jours pour un médecin. 90 jours de carence. Hein. Il a des cotises retraite qui sont quand même pas si basse que ça, et en face, un taux de remplacement retraite à 38%, quand le même gars qui va être dans une entreprise, il va être à 54 ou 55 ou 59%. Donc, au jeu des comparaisons, il y perd largement, parce qu'il paye à peu près la même chose, puisqu'il y a énormément d'exonérations de cotisations au niveau du SMIC pour le salarié. On dit, mais oui, mais il y a des cotises qui sont moins importantes par rapport à celles qu'on devrait payer si on payait la totalité des cotisations qu'on paierait. Bon, bref. Donc, là-dessus, il y a un problème. Et quand on compare avec les autres pays, là, on hallucine. Parce qu'il y a un taux de cotisation autour de 42% au total. Et ailleurs, il y a 8%, 30%, 20%. Parce qu'il y a un socle d'assurance qui est obligatoire. Et le reste, c'est chacun choisit et se débrouille. Hein ? Et là-dessus, nous, on ne veut pas transiger à notre sécu. Hein. La sécu, c'est obligatoire pour tout le monde, sauf pour ceux qui l'ont inventé. Hein. 70 ans de la sécu, c'est ce que j'ai dit assez dans l'air quand on a fêté cet anniversaire mémorable. J'aurais dit, c'est bien la sécu. Mais alors, pourquoi vous ne venez pas avec nous ? Vous nous dites, c'est formidable et tout. Mais alors, pour les retraites, vous ne voulez pas être avec nous ? Pour le chômage, vous ne voulez pas être avec nous ? Pour les accidents du travail, la maladie professionnelle, vous ne voulez pas être avec nous ? Mais venez ! Venez, ça vous coûtera plus cher. Hein ? Et là-dessus, il y a un souci important. Donc, quand Bruno Le Maire dit qu'il faut réformer le RSI, il ne dit pas exactement comment. Hein ? Moi, j'ai envie de savoir s'il va permettre un peu de liberté. Comme aux Pays-Bas, comme en Allemagne, comme ailleurs, où on dit tu es obligé d'avoir un minimum de filet social parce que tu ne peux pas être comme ça indépendant et avoir rien si jamais il y a vraiment un souci. En même temps, oui,
Tu peux aussi décider que pour une partie de ta retraite, tu t'autofinances, pour une partie même de la santé, tu peux avoir des assurances avec des franchises, etc., etc. Et c'est une question de risque à prendre et d'arbitrage. Au moins, laisser la liberté. Mais ça, c'est tabou. Parce que si on commence à faire la brèche sur les indépendants, waouh! Derrière, il y a beaucoup de gens qui vont demander de la liberté. La liberté, ça fait peur au pays de la liberté. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ce que je veux expliquer, c'est que tous les candidats ont des idées. Ça va dans le bon sens. Sur les 35 heures, ça paraît simple. Tout le monde est à peu près pour la suppression des 35 heures dans tous les candidats. Mais, en réalité, personne ne dit exactement comment il va basculer d'un truc à l'autre. Est-ce qu'on va enlever complètement... Alors, François Fillon dit « Je veux plus du tout d'allusion à la durée légale du temps de travail ». Là, il y a des problèmes constitutionnels, patati patata. Est-ce qu'il va falloir décider à quelle heure commencent les heures supplémentaires, parce que sinon on pourrait se faire retoquer par le Conseil constitutionnel. Tout ça, c'est pas encore très clair dans le... Vous qui êtes avocat, vous avez une petite idée, Jacques, de la question. Comment on va mettre ça dans la loi? Comment on va pas se faire retoquer? Et puis, si on garde une question de durée légale du travail, on a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait du public. Parce qu'en fait, le temps de travail, là où c'est le plus, à mon avis, il y a le plus de problèmes, c'est dans nos administrations. Parce que c'est là qu'il y a le plus de RTT, le moins d'heures travaillées, la sous-productivité la plus importante. Donc, il faut arriver à tout réunir. Alors, est-ce qu'on repasse aux 39 heures? Est-ce qu'on dit qu'en fait, il n'y a plus de durée légale du travail, mais qu'on commence les heures supplémentaires à la 39e ou à la 40e heure? Donc est-ce qu'on paye les heures en plus et à quelle tarification? De combien on majeure les heures supplémentaires ensuite? Enfin, tout ça, sont des questions qu'il faut résoudre avant même d'être élu. Donc c'est là-dessus que nous, on va essayer de challenger les candidats. Et je pense que de toute façon, petit à petit, ils vont tous affiner. Par exemple, je n'ai pas parlé d'Alain Juppé. Il va sortir son programme économique là incessamment. J'ai d'ailleurs beaucoup de contacts récurrents avec son équipe qui rédige le livre en me disant... il faut absolument que vous nous donniez toutes vos idées sur le sujet. Donc, ils sont à l'affût d'avoir des idées innovantes. Mais là aussi, il y a des questions. Sur l'ISF, au départ, on dit on va supprimer l'ISF. Et puis après, on dit on va le garder pendant 2 ans parce qu'on ne peut pas se priver de 4 milliards ou 5 milliards d'euros de recettes. Et puis à la fin, je ne sais pas si... bon. Donc, et puis... Je pense qu'on peut... Et là, il y a une question sur la fiscale aussi. Il y a une différence entre celui qui commence à dire « je vais baisser les impôts » et ensuite il dit « je ne vais pas les augmenter ». Alors là aussi, c'est inquiétant parce qu'on se dit « oula, on va garder un taux de prélèvement obligatoire très très fort » parce que ce n'est pas la même chose de dire « je vais les baisser » ou « je vais maintenir le statu quo », sachant qu'on sait très bien que si on ne change rien à l'organisation telle qu'elle est, de nos politiques publiques, de nos strates, etc., on a un souci parce que même si le gouvernement nous dit « j'augmente pas les impôts », ça peut exploser au niveau local. Et en termes de cotisation, parce que là encore, voilà. À aucun moment, j'ai entendu de candidats nous expliquer véritablement quelle serait la nouvelle gouvernance des organismes sociaux, des collectivités, la nouvelle répartition des missions publiques, la réorganisation totale des politiques publiques, etc. Là, il y a encore un souci. Et pourtant, c'était le premier document de la révision générale des politiques publiques en 2007 qui disait « l'objectif de la RGPP, c'est de réorganiser les missions publiques ». Et on ne l'a pas fait. Donc, je pense qu'il faut que ça soit dit bien avant, parce que sinon, on aura des soucis là-dessus. Voilà, donc il y a des bonnes intuitions. Il ne faut pas être négatif, parce que je pense qu'au contraire, il y a plutôt des bonnes propositions pour l'instant. Mais il ne faut pas non plus être naïf, parce qu'il ne suffit pas de dire « oh, les 35 heures, l'ISF, le statut public ».
pour que derrière, il y ait des vraies réformes. Hein. Attention, sur les retraites, j'entends que les candidats disent qu'ils veulent faire converger les régimes publics et privés, mais le diable se cache dans les détails. Hein. C'est pas parce que vous faites converger les taux de cotisation que vous avez fait converger les régimes retraites publics et privés. Il y a toute une question là-dessous, sur le mode de calcul, sur les 6 derniers mois, sur les 25 meilleures années ou sur l'ensemble de la carrière. Il ne faut pas oublier que vos retraites complémentaires dans le privé, elles se calculent sur l'ensemble de la carrière et pas du tout sur les 25 meilleures années. Les 25 meilleures années, c'est uniquement la retraite de la CNAV. Là-dessus, la droite, je m'en souviens très bien, pendant le quinquennat 2007-2012, était très en retrait. Hein. Et d'ailleurs, avait repris comme argent comptant l'idée que les taux de remplacement, c'était pareil. Il n'y avait rien de différent. Hein. Donc nous, on a récupéré des millions de données. Pour l'instant, on ne sait pas exactement comment on va faire pour les traiter, pour comparer des cohortes de retraités nés en 1958 qui, soi-disant, selon le Conseil d'orientation des retraites, auraient plus de leurs membres qui seraient, dans la situation d'avoir une meilleure retraite si on les alignait sur le privé que leur retraite publique normale. Là-dessus, on va essayer d'y voir clair nous-mêmes, mais c'est pas simple. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais il y a vraiment un sujet. Retraite publique, retraite privée, âge de départ en retraite, catégorie active, il y a encore d'ici 2020 140 000 agents de l'État qui vont partir entre 55 et 57 ans, hein, voire même un peu plus tôt. Donc tout ça, il faut le mettre à plat. Et on l'a vu avec les régimes spéciaux sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on n'a pas vraiment fait le job. Ça nous coûte au final aussi cher, voire plus cher que ce que ça nous aurait coûté si on n'avait rien fait. Hein? Il suffit pas de dire « je coche la case, j'ai fait la réforme hein. ». Le but, c'est pas juste de passer aux 20 heures pour avoir fait la réforme, c'est qu'il faut qu'il y ait des économies à la clé. Et ça, c'est un peu différent. Donc, entre l'affichage et la réalisation, il y a un monde. Donc, tout ça, le fait d'affiner et d'avoir ce comparateur va nous permettre aussi de bien évaluer si on est dans de la vraie convergence des retraites, si on est de la vraie réforme des 35 heures, si voilà, hein, tout ça c'est. Alors après, la deuxième question que vous me posez, c'est le système politique. Bon, il est ce qu'il est. Après, je pense que la France a quand même des institutions qui sont assez solides. Ce que je déplore moi et qu'on a beaucoup déploré à la Fondation IFRAP, c'est le peu de poids du Parlement. Le Parlement est quand même le représentant de la nation. Et il est censé, article 24 de la Constitution, évaluer les politiques publiques. Il n'a aucun moyen de chiffrage, aucun moyen macroéconomique, il n'a pas de modèle économétrique qui recalcule, il ne peut pas évaluer même la portée d'un amendement, il est bloqué par l'article 40 de la Constitution parce qu'il ne peut pas faire dépenser plus. C'est incroyable. On a mis notre Parlement dans une situation où il est pieds et poings liés, il n'a aucun mode de chiffrage possible. C'est Bercy a toujours le dernier mot. Les rapporteurs spéciaux des commissions des finances sont dans la situation où ils ne rédigent pas eux-mêmes leurs rapports, ils contrôlent très peu sur pièce et sur place les administrations. Enfin, donc, si on veut une démocratie dynamique, certes, il faudra passer des choses par ordonnance, par référendum, etc. Mais on ne pourra pas tout passer par ordonnance et par référendum. Il faudra passer des lois aussi. Ce que j'évalue, c'est à peu près une dizaine de lois très importantes, sans compter les lois de suppression de lois qu'il faudra passer, hein, parce que l'inflation normative et la prolifération des lois, elle est complètement dingue ces dernières années. Hein. Même le Conseil d'État ne sait pas compter le nombre de lois qui existent en France. Hein? En 2006, on dit 10 500 lois. Le SGG, le secrétariat général du gouvernement, dit 2200 et quelques. Personne n'est d'accord. Donc déjà, l'évaluation du stock, il n'y a pas de chiffrage. Donc là-dessus, il y a une énorme responsabilisation du Parlement à faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait 577 députés ou si on baisse le nombre de députés, 300 députés qui soient top niveau et qui soient capables d'évaluer les politiques publiques. Si on en a 15 ou 20, c'est déjà bien. Hein ?
Et si on met 20, 30 millions d'euros sur la table pour avoir auprès du Parlement un organe d'audit qui évalue les politiques publiques, c'est absolument nécessaire. Ces dernières années, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait avec son argent? Acheter de l'immobilier dans toute la rue de l'Université, la rue Aristide Briand. Alors, ils ont augmenté le nombre de mètres carrés de manière incroyable. On n'a pas mis un copec, si 1 million d'euros dans un comité d'évaluation et de contrôle qui fait 4 rapports par an. C'est microscopique. Le Parlement, il a un rôle qui doit rééquilibrer la puissance de l'administration. Sinon, l'administration est toute puissante. Et elle fait ce qu'elle veut. Donc là-dessus, il y a un sujet de démocratie. Et moi, je crois beaucoup que comme en Suède, comme au Royaume-Uni, comme en Australie, comme aux États-Unis, comme dans toutes les grandes démocraties qui sont équilibrées, il faut doter notre Parlement de cet organe. Ça devait être fait en 2007. Sarkozy l'avait promis et on l'avait appelé d'ailleurs l'Office d'évaluation et de contrôle. Et ça a été torpillé par les grands corps, notamment la Cour des comptes, qui a dit qu'il ne voulait pas de doublonnage de la Cour. Séguin ensuite a rétropédalé et nous a longuement reçus et on avait l'idée qu'à l'intérieur de la Cour, il y aurait toute une partie de la Cour qui serait au service du Parlement et ça s'est jamais fait. Et ça pose aussi la question de la séparation des pouvoirs, parce que vous avez un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire de l'autre côté avec la Cour, et que le pouvoir judiciaire ne peut pas être au service du pouvoir législatif. Tout ça est super compliqué, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de garants du statu quo que de réformateurs sur ces questions. Les lobbies sont très forts. Et personne n'a envie, surtout pas au sein de l'administration, de voir les parlementaires avoir plus de moyens de chiffrage et plus d'informations. Hein, il y a vraiment une résistance là-dessus qui est très forte. On l'a senti en 2004 parce qu'on avait travaillé au dépôt d'un amendement qui devait permettre aux rapporteurs des commissions des finances d'aller sur pièce et sur place contrôler, mais aussi d'emmener avec eux des cabinets d'audit privés. Qu'est-ce qu'on s'est pas pris, hein? Et menace de grève des administrateurs de l'Assemblée et du Sénat, hein, avec impossibilité de voter les lois, le budget, etc. Il faut bien imaginer que là-dessus, il y a un corporatisme très très fort. Et imaginez qu'on allait emmener à Ernst & Young ou Accenture contrôler les administrations avec les parlementaires, ça leur plaisait pas du tout. Alors, je vais vous poser 3 brèves questions. La première, c'est que, enfin, il vous faut beaucoup de moyens pour faire tout ce que vous nous dites là, parce que j'imagine que vous faites pas ça toute seule avec vos petits bras. Quand on voit le nombre d'études que vous nous annoncez, la portée de ces études, etc., donc qui vous seconde? Deuxièmement, du coup, c'est combien ça coûte et comment vous financez vos coûts? Et puis je laisserai pour la 3e question. D'accord. Très bonne question. Alors, autour de moi, j'ai une équipe d'à peu près une douzaine d'équivalents temps plein. Mais la moitié est bénévole. Hein. Des bénévoles qui sont là souvent depuis 10 ans. Et qui ont travaillé main dans la main, qui ont leur bureau, leur ordinateur. Ils sont là, parfois ils travaillent de chez eux. Mais voilà, parfois ils travaillent même à 2h du matin, ça c'est formidable. Et ils m'envoient des papiers pendant la nuit sur le SMIC, voilà. Ils sont passionnés, ils ont envie que ça bouge, ils nous consacrent énormément de temps. J'ai énormément de gens à l'intérieur des administrations qui nous aident. Ça c'est très important à souligner. On ne travaille pas contre l'État, on ne travaille pas contre les collectivités, on n'est pas contre leur système d'assurance, mais on est pour la bonne gestion et il y a plein de gens à l'intérieur de ces systèmes qui ont envie que ce soit mieux géré et qui nous aident à obtenir des informations. Et ça, je crois que de plus en plus de gens le comprennent et arrêtent de nous caricaturer parce que moi, je travaille avec des gens de Bercy, la direction du budget, la direction du Trésor, avec des gens de la Cour des comptes, avec des gens du Conseil d'État et ils disent « vas-y ». Et ils disent, mais allez-y encore plus fort, parce que c'est encore en dessous de la réalité ce que vous faites. Je travaille avec des gens des collectivités locales dans la culture qui m'appellent spontanément en me disant, mais on n'en peut plus, donc on a envie de publier des papiers. Ils le font de manière anonyme. Je travaille avec des agrégés
la compagnie des agrégés nous a beaucoup critiqué parce qu'on avait écrit un papier sur les agrégés qui travaillaient pas assez, qui donnaient que 15 heures de cours par semaine, alors que c'est eux qui nous coûtent le plus cher. Et alors, réponse, on voit bien que c'est pas un agrégé qui a écrit ça. Manque de bol, c'est un agrégé. Mais donc, voilà. Et à l'intérieur même de l'organisation publique, dans les CAF, dans les caisses primaires d'assurance maladie, dans les URSSAF, partout, à Pôle emploi, il y a des gens qui nous parlent et qui nous disent ce qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'on peut écrire tout ce qu'on écrit et chiffrer et sortir des dossiers, etc., etc. Voilà. Donc, c'est pour montrer que non seulement je ne suis pas seule, non seulement j'ai une équipe, mais j'ai des centaines de gens dans toute la France qui nous connaissent, qui aiment ce qu'on fait, qui apprécient nos travaux et qui nous soutiennent et qui nous aident ponctuellement sur les sujets qu'ils connaissent. Ensuite, oui, ça demande de l'argent. Après, on n'a pas forcément besoin d'énormément d'argent pour faire ce qu'on fait. Faut pas croire. C'est beaucoup de travail sur ordinateur. Vous savez, une table, une chaise, un ordinateur, un téléphone, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Alors, après, on a commencé petit. Les gens m'ont dit à l'époque, en 2007, oh là là, attends, tu veux transformer l'IFRAP en fondation d'utilité publique, viens plutôt en cabinet ministériel, tu verras, on est les rois du monde et tout. J'ai dit, moi, ça m'intéresse pas, ce que je veux, c'est créer un organe indépendant qui évalue les politiques publiques. Est-ce que tu vas voir que les réformes, ça va pas être si simple de les faire passer? À l'époque, ils m'ont dit, tu n'es même pas sûr que ça devienne une fondation d'utilité publique, parce que moi, je me suis lancée dans cette idée parce que Bernard, qui était le fondateur, finançait énormément, mais à un moment, il pouvait plus financer parce que les royalties, baissaient. Et il a mis 8 millions d'euros quand même bout à bout dans l'IFRAP depuis la création, à titre personnel. Donc je lui ai dit, Bernard, on va transformer l'IFRAP en fondation d'utilité publique. Je ne sais pas si certains connaissent ici à quel point c'est difficile de transformer une structure comme l'IFRAP en fondation d'utilité publique. Il faut 1 million de dotation. Donc, je suis allée voir des personnes qui nous avaient donné parfois 500 euros. Je leur ai dit, il faut donner 20, 30 000. J'ai trouvé 18 personnes qui ont financé la dotation, qui m'ont fait des chèques qu'on a mis sous séquestre chez le notaire avec un acte notarié gros comme ça, sans savoir si on allait être reconnu. C'était extraordinaire. Et la plus petite participation, c'était 5 000 et la plus grosse, 300 000. Voilà. On est passé juste avant la chute de Lehman. Moi, j'ai déposé les chèques, c'était vraiment à 3-4 jours avant. Donc, parfois, on se dit, on a une bonne étoile. Et puis quand on a obtenu 6 mois plus tard, le Conseil d'État disait oui. Parce que, même dans les grands corps de l'État, il y a l'idée qu'il faut des contre-pouvoirs. Et ça, ils en sont bien conscients. Et je suis allée au Conseil d'État l'autre jour pour une audition pendant 2 heures. J'ai rencontré la personne qui a travaillé sur notre dossier. Et c'était très émouvant parce qu'après, dans les couloirs du Conseil d'État, j'avais des gens qui venaient me féliciter sur ce qu'on fait, alors que je ne les connais pas. Et je me dis, on est quand même au plus haut niveau de l'État. Et il y a plein de gens qui ont l'air de trouver que ce qu'on fait est bien. Donc, on va continuer parce que parfois, on se sent tout petit. Et puis, parfois, on se dit, finalement, ça intéresse. Alors, quand la fondation a été reconnue, on a eu du temps à avoir le décret et tout ça. Mais en gros, j'ai déposé le dossier en février 2009. Et le 17 novembre 2009, on avait le décret qui était publié au journal officiel. Ça a été extraordinaire parce que tout le monde m'avait dit, jamais tu y arriveras. Jamais. J'avais tous les Cassandres qui m'avaient expliqué que c'était absolument impossible que l'IFRAP qui critiquait l'État soit reconnu par l'État comme étant d'utilité publique. C'était bon. Et puis après, pour moi, les choses sérieuses ont commencé parce qu'ils ont décidé de me nommer directeur. Bon. Et j'avais 30 ans. Et il fallait financer 5 temps plein, 70 000 euros de loyer annuel, tout ça, quoi. Et je partais avec rien. J'y suis allée. Je me suis dit, ça marche pas. Et puis si ça marche, tant mieux. Dès la première année, on a eu 790 000 euros de dons.
Et là, on est à 1,3 million. Et 90% de personnes physiques, 10% d'entreprises. Tous ceux qui disent qu'on est financé que par le CAC, etc., c'est faux. Il y a une seule boîte du CAC qui nous donne de l'argent et c'est 10 000 euros par an. Hein? Donc, on n'a que 150 000 euros de dons d'entreprise. On aimerait bien en avoir plus, mais bon, c'est comme ça. Après, je pense que ça viendra. Et énormément de très petits donateurs. La moitié de nos dons sont inférieurs à 50 euros. Et tous les ans, on a été en équilibre. Tous les ans. Et là, maintenant, on achète un local pour plus être locataire. Bon, c'est pas grand, ça fait 180 mètres carrés, mais c'est tout à fait assez grand pour nous. Et ça veut dire que dans 8 ans, quand on aura tout remboursé, la fondation, elle pourra tourner même avec un budget minimum. Voilà. Donc j'ai essayé de tout organiser avec le soutien du conseil d'administration, du président, du trésorier, etc., du conseil scientifique, pour que tout soit sur les rails, pour que ce soit indépendant. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on n'intervient jamais sur commande. Il n'y a pas de contrepartie du don. Quand on me dit, bah oui, mais qu'est-ce que j'ai en échange? Bah, rien, vous avez 60% quand vous êtes une entreprise de fiscalité, merci, sur l'IS. Donc, c'est quand même important, jusqu'à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Et quand vous êtes un particulier, c'est 75% sur l'ISF, c'est 66% sur l'impôt sur le revenu. Voilà. Et s'il y a des contreparties demandées, ben non, il faut aller voir quelqu'un d'autre à Paris. Nous, on ne fait pas. On ne fait pas de conseils, on ne tarifie pas quoi que ce soit, y compris les conférences. Moi, je ne me fais jamais payer pour les conférences. C'est un parti pris d'indépendance et de liberté. Je veux pouvoir dire tout ce qu'on a à dire et pas du tout me brider en fonction de qui invite, qui... Voilà. Et ça, on m'a dit, bah dis donc, c'est quand même terrible parce que tu casses le marché. Et alors après, on me dit, c'est pour ça que tout le monde t'invite. Voilà, donc c'est une aventure. Hein. Nous, on fonctionne comme une start-up. On se connaît tous hyper bien. On travaille tous ensemble depuis des années. Cette fondation, c'est aussi pour reconnaître tout le travail qu'a fait le fondateur de l'IFRAP, qui est pour nous une figure emblématique. Et Bernard Zimmern, qui est le fondateur. Et voilà, on est attaché à ce qu'on fait. Et on est presque plus qu'une équipe parce qu'on se connaît bien et on n'a même pas le besoin parfois de se parler pour savoir ce qu'on pense d'un sujet ou ce qu'on va dire. Voilà. Après, bon, vous connaissez ça tous hein, dans vos entreprises. Donc, j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Et moi, le travail que je fais, bah oui, c'est sûr qu'il est plus visible, mais derrière, il y a tout le travail de l'équipe. Et sans l'équipe, ce que je fais n'existerait pas. Donc voilà, c'est une répartition aussi des rôles qui est importante parce que c'est vrai que si vous écrivez des choses très intelligentes mais vous les portez pas et vous les médiatisez pas, et paradoxalement, un élu, il va plus vous recevoir si vous êtes dans la presse ou tout ça, c'est un cercle vertueux aussi. Hein, vous pouvez pas dire que vous avez des propositions importantes à faire si personne vous connaît, s'il n'y a pas la notoriété derrière, etc. Donc tout ça, c'est important. On a fait reconnaître, et c'était très important pour moi, on n'a pas changé de nom, parce que tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas changé de nom? L'IFRAP, ça frappe. J'ai dit non, nous on a une histoire, ça existe depuis 85. L'idée, c'est aussi que tout le travail qui a été fait de manière antérieure soit reconnu, avec ses bons, avec ses moins bons côtés, mais voilà, enfin, c'est une continuité. Et voilà, on s'appelle Fondation IFRAP, on est très content et on est de plus en plus sollicité.
Donc c'est pas le nom qui fait. Et on a créé, je pense, la reconnaissance de ce travail de l'IFRAP, qui aujourd'hui, même pour ceux qui sont pas d'accord avec nous, bah, ils reconnaissent que c'est sérieux. Hein. Un papier que j'ai eu, je sais plus, c'était dans Marianne, je pense. Il disait bon, on n'est pas d'accord, mais il y a du boulot. Vous avez fait allusion tout à l'heure à une approche très originale, voire innovante de la gestion des ressources humaines de nos élus, de nos politiques, qui est pour les gens qui ne viennent pas bosser, de leur donner une prime d'assiduité. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Moi, je verrais plutôt des sanctions pour les personnes qui ne respectent pas le contrat de travail. Mais ce qui m'inquiète au-delà de ça, c'est que est-ce que c'est pas une maladie chronique chez tous nos élus, quels qu'ils soient, qui est le manque de courage? Et ma question, c'est vous qui avez le privilège de côtoyer tous nos élites politiques qui connaissaient les futurs candidats à la présidentielle, je pense, qui ont lu et qui vous écoutent. Pensez-vous qu'il existe aujourd'hui parmi ces candidats un homme qui sera indemne de cette maladie qui est le manque de courage et qui appliquera toutes les décisions qui seront bénéfiques pour la France? Moi, j'avoue qu'à l'âge où je suis un peu découragé. Bon, alors, évidemment, ce que je propose, l'évaluation à la performance, l'évaluation individuelle, etc., ça passe par des suppressions de primes si vous venez pas travailler. Hein. Enfin, aujourd'hui, c'est pas appliqué. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour un manager public de supprimer même une prime pour raison de non-présence de l'agent. Hein. Faut bien le comprendre. Donc, il faut faire changer complètement la façon d'embaucher, le contrat, embaucher sous contrat, avec du variable, avec de l'évaluation. Ça demande d'intervenir sur la question des commissions qui sont tenues par les syndicats, parce qu'il ne faut pas que vous oubliez que dans un hôpital, dans une collectivité, dans les administrations, à chaque fois, il y a des commissions paritaires qui se tiennent sur la question de l'évaluation des agents. Et ça encore, c'est une résurgence du paritarisme. Donc, ça va demander de bien réfléchir en amont sur le comment on fait. Après, sur la question des est-ce qu'il y aura le courage politique, bah, moi je crois moins à l'homme unique providentiel qu'à une bonne équipe. Vous le savez tous, vous qui êtes entrepreneur, la réussite, c'est pas la réussite de l'entrepreneur tout seul. C'est l'entrepreneur et son équipe. Voilà. Il faut bien savoir choisir les personnes que vous mettez aux finances, aux ressources humaines, au développement de la commercialisation, etc., etc. C'est ça qui fait le talent, c'est savoir bien s'entourer, hein, aussi. Et je pense que ça va beaucoup dépendre du casting qui va être fait par le prochain président de la République. Et de la répartition des rôles aussi entre le Premier ministre et le président de la République. Là-dessus, pour l'instant, je ne peux pas vraiment répondre à votre question. J'ai vu tellement comme vous de candidats qui promettaient monts et merveilles et qui finalement n'ont pas fait les réformes que je me dis que si on incite à avoir une meilleure campagne, un meilleur programme, on va être forcément quand même dans une logique plus dynamique, et plus les promesses seront fines et documentées, plus ce sera difficile pour le prochain élu de pas les mener, de pas mener les réformes, mais la tentation, ça va être d'être flou. Voilà. Et la question du courage, c'est aussi la question d'une équipe qui rencontre un moment de l'histoire. Je pense que 2017, c'est potentiellement le tournant aussi pour le pays, pour choisir de faire les réformes. Et on n'est pas tout seul. Il y a la Commission européenne, ils ont compris que là, pour l'instant, ils n'ont plus rien à espérer du gouvernement. D'où la politique accommodante de la BCE jusqu'à des taux négatifs, mais on ne tiendra pas longtemps comme ça. Je ne suis pas sûre qu'on va tenir jusqu'à la fin 2017 avec des taux tels qu'on a au niveau de la BCE. Et après, l'hélicoptère qui distribue de l'argent, là, ça n'arrivera pas. Hein. Donc, la Commission, la BCE attendent 2017
Mais ensuite, il va falloir les faire, les réformes. Et je peux vous dire qu'ils vont nous mettre une pression de cheval. Hein. Et l'Allemagne, ils sont inquiets en Allemagne sur la situation de la France. Ils voient bien qu'on planque aussi un peu les mauvais résultats. Et je vois très bien, depuis les derniers mois, qu'on essaie de repeindre un peu en rose le truc. Alors tout d'un coup, les chiffres du chômage tombent et ils sont mauvais. Alors là, tout le monde tombe de l'arbre en disant finalement, c'est terrible, on croyait que tout allait mieux, rien ne va mieux, etc., etc. Donc, il y a une attente énorme de la part des marchés, de la part de la BCE, de la Commission européenne, sur le prochain quinquennat. Et je peux vous dire que ce sera quelque chose d'assez rude. Hein. Et puis maintenant, on a mis le Haut Conseil des finances publiques en place aussi. Hein. Le Haut Conseil des finances publiques, il est aussi en connexion permanente avec la Commission pour dire attention, ça va déraper, on peut plus faire ce qu'il faisait avant sur le tendanciel de hausse de la dépense où on disait qu'on a un tendanciel à 10 milliards sur l'État alors qu'en fait il était de 6. Et ça, on a été dans les premiers à sonner l'alerte là-dessus. Et ensuite, la Cour des comptes a embrayé derrière nous et a redit la même chose. Maintenant, ils ne traficotent plus le tendanciel. Donc, il y a quand même petit à petit des garde-fous qui se sont mis en place et qui, normalement, devraient guider vers la réforme. Dans cette pièce, je pense qu'on est un peu tous convaincus effectivement de la nécessité de réduire la voilure au niveau des services publics. Pour reprendre un peu la question de Yves, est-ce que il n'y a pas quelque part un gouvernement par la peur, c'est-à-dire qu'on voit bien par exemple aujourd'hui la loi El Khomri qui se dresse contre, c'est les gens de la SNCF qui sont pas concernés, c'est les gens des pouvoirs publics, enfin des collectivités territoriales qui sont pas concernés directement, et donc on peut imaginer, enfin en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le projette, que les gens de droite ou de gauche qui voudraient faire ce changement disent, oui, si je le fais, le pays s'arrête. Les gens qui sont en face ont une réalité, une capacité de blocage de la société, et que, on a eu pendant très longtemps des blocages au niveau de la SNCF, par exemple. Aujourd'hui, on n'en a plus parce que on augmente les salaires de la SNCF de 4% chaque année, ou des choses comme ça. Mais voilà. Donc, ma première question, c'est de se dire, voilà, est-ce que c'est pas un gouvernement par la peur? Et effectivement, si demain quelqu'un dit, j'y vais, mais que le pays est bloqué est-ce qu'on est prêt à avoir le pays bloqué pendant 3 mois? Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi à regarder, non pas à baisser les dépenses, mais à les augmenter, parce que il me semble qu'on est en train d'aller vers un réchauffement climatique qui nécessiterait normalement d'arrêter de produire et de consommer du carbone, et que si on décidait d'arrêter d'utiliser le pétrole, le gaz, etc., c'est une économie qui nous coûterait beaucoup plus cher. Alors soit il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est une illusion, et que les 97% de gens qui nous disent que l'atmosphère va se réchauffer ont tort, soit ils ont raison, et auquel cas, en même temps il faut dépenser moins, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi dépenser plus? Voilà. Vous inquiétez pas, il y en a qui s'en occupent déjà. Hein. Vous n'avez pas une petite idée du montant de la CSPE, la taxe que vous payez sur l'électricité là, pour financer les éoliennes à presque 150 € le mégawattheure, et le photovoltaïque à 200 € le mégawattheure, quand le mégawattheure dans le nucléaire est à 40 €. Alors évidemment, il n'y a pas l'enfouissement, il n'y a pas machin, etc. Ça coûte un peu plus cher, mais on dépense déjà beaucoup plus. Et alors même que l'industrie nucléaire française est quand même au départ top niveau. Et on voit se casser la gueule l'action EDF en ce moment, et il faut se poser quand même beaucoup de questions sur le mal qu'on est en train de faire sur un des fleurons de notre industrie dans lesquels vous êtes tous coactionnaires. Hein. Je vous félicite d'ailleurs, à plus de 80%. Donc il faut faire très attention à tout ça, hein, parce que aujourd'hui, on fait des choix qui vont coûter plus cher. Hein. On a évalué, nous, avec toutes les annonces qui ont été faites, COP21 et tout, ça va coûter 70 milliards dans les prochaines années, dont la moitié à peu près, et vous pourrez lire ça dans une de nos tribunes qu'on a passées dans les Échos, la moitié de fiscalité. Hein. Qui est-ce qui va payer? C'est les boîtes et les ménages. Hein. Ça, on l'a pas assez dit. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Et puis, on résoudra pas, nous, France,
le problème vous savez qu'on est dans les pays qui ont le moins d'émanations de CO2. Puis si on n'avait pas du tout d'entreprise, et on aurait encore moins, hein, mais on serait tous au chômage. Donc, je trouve qu'il faut faire attention à ces sujets parce que on peut pas être les seuls à opter pour payer beaucoup plus cher et à finalement s'aborder nos propres atouts parce que l'atout de payer moins cher l'électricité, c'était un des seuls atouts qu'on avait. Et plus ça va, plus on paye plus cher à cause de cette CSPE qui explose et qui va exploser dans les prochaines années. Hein? Donc, soit on a abouti au niveau de la recherche pour avoir des modes de production d'électricité qui sont au même prix, voire moins cher que ce qu'on paye aujourd'hui, soit on est en train de collectivement décider d'une nouvelle taxe gigantesque sur nos activités. Enfin voilà, de toute façon, vous serez sûrement très intéressés de voir qu'on va sortir toute une étude sur la question de l'énergie qui rejoint ce sujet, évidemment. On n'a pas voulu expérimenter sur la question du gaz de schiste. Bon, aujourd'hui, évidemment, avec le prix du pétrole très peu cher, on est moins dans cette question-là, mais il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur la politique énergétique de la France. Il ne faut pas oublier que l'intérêt qu'on a tous, c'est aussi d'être le plus indépendant énergétiquement parlant possible. Hein, parce que le monde est un monde avec des questions aussi géopolitiques tendues et que plus on est indépendant et plus on produit notre propre énergie, mieux c'est. Alors, l'autre question que vous m'avez posée, c'est SNCF, etc., ils manifestent, ils ne sont pas concernés. Oui. Il faut comprendre une chose, c'est que le Code du travail est le gardien du statut. Hein? Le Code du travail, si vous voulez le réformer, vous inquiétez les statutaires. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas demander à une partie de la France, qui est majoritaire, d'être hyper flexible, et de l'autre dire, bah oui, vous continuez à avoir l'emploi à vie, quelles que soient vos performances, quelle que soit la qualité de votre travail, etc. Ce n'est pas tenable. Les syndicats le savent. Ils l'ont bien compris, bien avant nous. Ce sont les mêmes syndicats qui sont dans le public et dans le privé. Les syndicats du public représentent 17% de l'ensemble des agents. Les syndicats du privé représentent 5% de l'ensemble des salariés. On a inversé le poids parce que là où vous avez 16 millions de personnes qui travaillent dans les entreprises, là vous en avez de manière élargie à peu près 7 millions dans l'emploi non marchand. Vous avez 500 000 syndiqués dans le privé et 1 million dans le public. Donc on a inversé complètement les choses. Mais ce sont les mêmes syndicats. Et à la tête des centrales, ce sont des personnes qui dirigent, pour la plupart, c'est pas toujours vrai, etc., parce qu'il y en a qui viennent de SEB ou ailleurs. Bon. Mais précédemment, on était plutôt dans une logique où ceux qui dirigeaient les syndicats, ceux qui étaient présidents des centrales, venaient du monde public. Que ce soit le monde public, entreprise publique, ou que ce soit le monde public, administration publique. Donc en fait, le fait que ce soit des syndicats qui soient mixés entre public et privé fait que chaque fois qu'on donne des coups de butoir dans le Code du travail, ils s'inquiètent en disant « Oh là là, le dernier truc qu'on doit défendre, c'est le statut. Si on accepte que le Code du travail baisse en protection et qu'on augmente la flexibilité, de l'autre côté, c'est sûr, le statut va sauter. » Et là, c'est très inquiétant pour eux parce que leurs cotisants, ils sont dans le public. Et ils ont besoin de protéger ce statut s'ils veulent rester puissants. Donc, c'est tout le problème. En fait, le Code du travail et le statut sont liés. Et ils ne sont pas liés qu'en France. Au Portugal, ils ont fait une réforme, ils ont contractualisé tout le monde, mais le jour où ils ont voulu supprimer de manière arbitraire le 13e mois, ils se sont trouvés
face au problème que le contrat, c'est un contrat. Et que vous ne pouvez pas supprimer. Tandis qu'un statut, vous pouvez supprimer un 13e mois dans un statut, mais vous ne pouvez pas le faire dans un contrat. Donc, la réforme du statut et la réforme du Code du travail doivent être pensées de manière totalement symétrique. Et c'est ce que craignent aujourd'hui les syndicats, c'est que derrière, ce soit le statut. Et d'ailleurs, ils n'ont pas tort, puisque de toute façon, on voit bien dans les débats sur la primaire que la question du statut, j'étais aux Républicains il n'y a pas si longtemps pour parler dans un colloque sur ce sujet, la question du statut est centrale et va être centrale dans les débats de 2017. Donc tout ça, ça va être sur la table. Et la bataille, elle va être rude. Parce que sans les agents statutaires, sans les régimes spéciaux, les syndicats, ils perdent potentiellement énormément de mannes, de soutien, de subventions, de prêts de personnel, d'heures de délégation, etc., etc., etc. Et le sujet, c'est quand même ça. C'est quand même le nerf de la guerre. Faut pas l'oublier, hein. Parce que quand vous regardez les patrimoines des centrales syndicales, vous êtes parfois étonné de leur sens capitalistique. André Liébaud, chef d'entreprise d'une menuiserie locale. Je voulais vous faire deux observations et vous poser une question. D'abord, la première observation, c'est sur le chômage. En réalité, les chiffres sont truqués puisque au dénominateur, on ne devrait mettre que le nombre des salariés du secteur marchand. Oui. Et auquel cas, le taux serait évidemment beaucoup plus important. Deuxième remarque, c'est au sujet de l'emploi. Alors, on parle toujours d'emploi, puisque évidemment, c'est important. Toute la vie sociale est basée sur l'emploi. Mais dans tout ça, on oublie l'employeur, parce que il n'y a pas d'emploi sans employeur. Et vous l'avez noté, nous sommes dans une région extrêmement dynamique depuis longtemps, qui a un taux de chômage très faible, parce que ici il y a des valeurs qui sont partagées par l'ensemble de tous nos personnels, et il y a des familles entreprenantes. Et aujourd'hui, j'ai pas le sentiment, enfin j'ai le sentiment qu'on fait tout pour décourager ces familles, d'abord par ces lois, les décrets, les tracasseries administratives, les impositions de toutes sortes, et notamment de celles concernant les droits de succession. Alors, j'ai lu votre livre et je me souviens pas avoir vu quelque chose là-dessus, mais je suis sûr que vous en êtes au courant. On nous compare toujours avec l'Allemagne, mais les grandes entreprises, la France a autant de grandes entreprises que l'Allemagne. La différence se fait au niveau des ETI, et notre président, Bruno Retailleau, l'avait très bien écrit dans un livre il y a quelques temps. En France, il y a 5000 ETI. En Allemagne, ils sont 12 000, en Italie du Nord et en Grande-Bretagne, 10 000. Pourquoi ? Mais parce que dans ces pays-là, on favorise la succession, on favorise ces familles entreprenantes. Hein, alors qu'en France, on fait tout le contraire pour des raisons idéologiques, en leur mettant un impôt à 40%. C'est-à-dire que plus vous réussissez, et moins vous pouvez transmettre à vos enfants ou à quelqu'un de votre famille qui voudrait continuer un savoir-faire qui se partage de génération en génération. Voilà, bon, même s'il y a des aménagements au niveau du pacte du Dutreil, etc. Donc ça c'était la deuxième observation. Et ma question, qu'est-ce que vous pensez de la flat tax ? Ok, que des questions difficiles. Alors, Mittelstand allemand, oui, capitalisme familial, ETI, c'est ça le sujet. On était à Bercy pour dire qu'il fallait qu'on arrête avec ces histoires de pacte Dutreil sur l'ISF et supprimer l'imposition ISF sur les non-dirigeants dans les ETI. Quand vous avez une famille où il y a plusieurs actionnaires de la même famille, etc. Et c'était amusant parce que c'était les équipes de Fleur Pellerin que j'avais en face de moi, son directeur adjoint de cabinet, je crois. Et donc plutôt ouvert normalement à la question de l'entrepreneuriat, etc. Et alors il m'a dit, mais vous n'y pensez pas ? Supprimer l'ISF complètement sur les avoirs entrepreneuriaux de familles qui ne sont pas dirigeantes, dont les membres ne sont pas dirigeants. On ne va pas faire des cadeaux aux héritiers. Alors j'ai dit, là, il y a un problème, parce que vous ne voulez pas de capitalisme financier, et vous ne voulez pas de capitalisme familial. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, c'est pas avec des scopes que vous allez changer la France, hein, mes gars. Et
Et ça m'a passablement énervée. D'ailleurs, on était là-bas avec Sandrine qui travaille avec nous depuis très très longtemps et on est sorti de là. Elle m'a dit, je t'ai jamais vu aussi énervée. J'étais mais sidérée d'entendre un truc aussi bête. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils pensent vraiment ça. C'est qu'ils font pas semblant. Et en même temps, les mêmes vont vous dire, oh là là, c'est horrible, les gens vendent, ils partent de France, ils se délocalisent et tout ça. Et c'est les mêmes qui vont vous répondre ça. Alors que les Français n'ont jamais demandé ça. Les Français, ils ont dit, oui, on aime bien avoir des belles boîtes en France pour nous donner du boulot. Ça, oui, ils aiment bien. Et si vous leur posez la question, je suis sûre qu'ils seraient d'accord pour dire que, bien sûr. Mais chez nous, on aime dissocier le dirigeant de l'investisseur. Le dirigeant, il a le droit à toutes les capacités fiscales possibles, à l'outil de travail. En 2008, on a essayé de faire passer une mesure inspirée de la fiscalité américaine. Donc la Subchapter S, c'est une société de capitaux à transparence fiscale qui permettrait que tous les investisseurs et le dirigeant, quand ils investissent dans une entreprise et qu'il y a des pertes, ils puissent déduire ces pertes-là de leur fiscalité personnelle. C'est un truc tout bête qui marche énormément aux États-Unis. On pense, même si on n'a pas les chiffres exacts, qu'il y a environ la moitié des startups qui se créent sur ce système de transparence fiscale. On fait passer ça en loi de modernisation de l'économie avec Hervé Novelli et un type super du ministère. Tout passe. Article 9 de la loi et tout, sa discussion parlementaire, etc. Instruction fiscale. Et là, patatras. Il n'y avait plus que le dirigeant qui avait le droit de déduire de sa fiscalité personnelle. Tous les autres, dehors. Ils ne pouvaient pas déduire. On veut faire le SAV de la loi. C'était Christine Lagarde qui était à la tête de Bercy. On commence à prendre les contacts avec les différents conseillers patrimoniaux, etc. Ils nous disent, mais votre truc, il vaut rien. L'instruction fiscale a tout cassé. Personne ne voudra investir dans un... Depuis 2008, il y a un article du code, le 239 bis AB du Code général des impôts, qui sert à rien parce que l'instruction fiscale a dit le contraire de ce que a voté le Parlement. Mais ça, c'est beaucoup trop technique à raconter dans un cénacle plus élargi. Mais je sais que vous comprenez. C'est un truc incroyable. Sur les successions, il y a eu le rapport Retailleau, mais il y a eu le rapport Mellerio di Meller qui dit exactement la même chose. Nous, dans cette étude, baisser de 100 milliards les impôts et les cotisations, on a fait le comparatif du contexte fiscal des successions-donations. On montre qu'on est dans les pires. Et que si on veut transmettre le patrimoine entrepreneurial, il va falloir faire des abattements beaucoup plus grands, voire 100% d'abattement quand vous transmettez l'entreprise à vos enfants. Mais on est encore dans l'idéologie. Je voyais encore un patron parisien là, formidable, un des seuls éditeurs, bon, je ne vais pas cacher le nom parce que forcément c'est mon éditeur, mais qui est encore indépendant. Il me dit les tracasseries, les choses qu'ils doivent créer, les conseils de surveillance, les machins dans tous les sens pour arriver, enfin, c'est gigantesque. Tout ça pour arriver à garder une entreprise dans une famille et qu'elle ne soit pas achetée par d'autres qui pourraient peut-être faire beaucoup moins bien. Donc, bien sûr, c'est ça qu'il va falloir défendre. Et on pleure parce qu'on n'a pas le Mittelstand allemand et on fait tout fiscalement pour empêcher qu'il y ait le Mittelstand allemand en France. Et on a étudié une ETI, ce sera votre cadeau à la sortie, les contraintes fiscales et sociales qui les détournent de la France. On a étudié une ETI en particulier, qui est dans la métallurgie, installée dans le sud de la France, qui a une filiale en Allemagne, une filiale au Royaume-Uni. On a pris tous les bilans, on a tout regardé, les cotisations, on a comparé dans les 3 pays, etc. On a fait du pro-forma, enfin bref, je vous passe les détails. Il n'y a qu'à la fin qu'on a compris qu'ils ne voulaient plus embaucher en France, parce que c'était trop compliqué à la fois sur le code du travail, sur la fiscalité, sur les successions, sur la gestion, sur tout, et qu'ils auraient pu créer des dizaines d'emplois supplémentaires en France et ils les créaient en Allemagne et au Royaume-Uni. Mais ça fait mal. Hein. Et quand on sort ça aux économistes macro de l'OFCE, oh ben pas du tout, non, nous ça apparaît pas dans nos chiffres, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi revaloriser
la microéconomie vis-à-vis de la macroéconomie. En macro, vous voyez rien. En micro, vous voyez tout. Et ce qui est en train de se passer avec potentiellement les familles qui se découragent, c'est grave. Parce que c'est eux l'avenir de la France. Et c'est eux qui pourront décider de continuer, d'investir, de créer, d'innover, d'embaucher, etc. Et c'est eux qu'il ne faut pas décourager. Et je pense qu'avant tout, en 2017, il faut créer un choc de confiance avec ces personnes-là et leur dire, voilà, c'est sur vous qu'on compte. Et les valoriser et dire à tous ceux qui sont partis, revenez. Et à tous ceux qui sont étrangers et qui auraient envie d'investir en France et de créer des boîtes en France, venez. Voilà. Il faudra donner, et ce sera aussi beaucoup de communication, je pense. Hein, parce qu'il faut rétablir une image qui a été beaucoup écornée, beaucoup, finalement, alors qu'on a inventé ce mot d'entrepreneur, l'image de la France, elle a beaucoup pâti ces dernières années, et pas que sous la gauche. Hein. Parce que n'oublions pas que sur la fiscalité du capital, la CSG, la CRDS à 15,5 et tout, c'est la droite. Hein. Et il m'explique, mais tu comprends Agnès, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'il y avait la Commission européenne sur le dos et il fallait équilibrer les comptes. Je lui dis, attends, et les dépenses, tu ne pouvais pas les baisser? Ah bah non, on ne savait pas trop, il n'y avait pas de proposition. Bon. Voilà. Donc, va falloir être très vigilant, mais je suis d'accord avec vous. Sur les successions, il y a énormément de choses à faire. On les propose dans notre étude numéro 2 des 12 travaux pour 2017. Baisser de 100 milliards les impôts et cotisations et les successions, ça fait partie des choses qu'il faut aligner sur le modèle allemand. Alors, sur la flat tax, franchement, hein, c'est beau sur le papier. Je crois qu'au niveau du Conseil constitutionnel, on aurait du mal parce que, en fait, il n'y a pas tant que ça d'impôts progressifs en France. Hein? Alors, il y a finalement l'ISF, en fonction du patrimoine, et il y a l'impôt sur le revenu. L'impôt proportionnel, il existe déjà. C'est la CSG, CRDS, sauf qu'on impose plus les revenus du capital qu'on impose les revenus du travail. Donc c'est là qu'il faut abaisser CSG, CRDS et le mettre de manière équitable. Bon. Je ne crois pas tellement qu'on va réussir à passer à une flat tax dans les prochaines années. Objectivement, j'y crois pas. En revanche, je pense qu'on peut réussir à supprimer la tranche à 45 et à rétablir un bouclier fiscal. Alors là, vous allez me dire, ah bah oui, mais non, il y a eu un scandale et tout. Bon, d'abord, il faut savoir qu'il y a encore un bouclier fiscal, autour de 70%. C'était jamais très très clair, mais le Conseil constitutionnel l'a dit. Et on peut très bien la baisser à 50% ou à 60% en prenant la totalité des impôts, y compris les impôts locaux, etc., etc. Ce qui a fait sauter le bouclier fiscal, c'est certes les questions de chèques, etc. Et nous, on l'avait dit depuis le début, on a sorti des notes, vous pouvez regarder sur notre site internet, elles sont datées, en disant attention, il faut de l'autoliquidation. S'il n'y a pas d'autoliquidation, il y aura des chèques et ça va faire un scandale. Et c'était sûr. Le SNUI, le syndicat unifié là, des impôts, ils le savaient. Ils sont très intelligents. Hein, ils l'ont fait absolument exprès, mais bon, ça, je ne peux pas le prouver. Donc voilà. Il y a là-dessus un sujet, c'est que on ne peut pas à la fois mettre un bouclier fiscal et augmenter les impôts ensuite. Et c'est là-dessus que le gouvernement Sarkozy-Fillon s'est retrouvé dans un corner. Parce que il y avait augmentation d'impôts et en même temps bouclier. Donc là-dessus, il faut choisir un bouclier. Il faut presque proposer une question par référendum avec le niveau maximum tout cumulé d'impôts à payer en France. Il y a aussi la question du rééquilibrage des cotisations sociales parce qu'il y a trop de cotises qui pèsent sur l'employeur et pas assez sur le salarié. Mais ça, c'est inaudible. Hein. Le rééquilibrage des cotises, tous les pays sont à 50-50 à peu près. Hein. On est les seuls à avoir 75-25. Et là aussi, les cotisations sociales, potentiellement, on peut les mettre à un moment ou à un autre dans un bouclier, mais il faut voir à combien. Voilà. Donc, moi, je ne crois pas tellement à la flat tax, vous l'avez compris. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un sujet pour 2022. Hein. Oui, vous nous avez parlé un petit peu des programmes économiques des candidats de droite. J'aurais voulu avoir votre point de vue
pour le programme économique du Front National, s'il vous plaît. Alors, c'est un vaste sujet. L'augmentation du SMIC, le maintien du nombre d'agents, le maintien du statut, presque un discours parfois syndical. Je pense que là, on est tombé dans un discours qui est quand même presque collectiviste, hein, pour pas dire autre chose. Je crois pas que les Français y croient énormément au fond du fond. Après, j'ai participé à pas mal de débats, notamment au moment des régionales, au moment des résultats des régionales, notamment sur Europe 1, avant les résultats. Il y a quand même un croisement très clair entre les endroits où le Front National est fort, où le chômage est élevé, où la gestion publique est faible, où la dette publique est importante et où les impôts locaux sont lourds. Hein ? Donc il ne faut pas négliger un certain ras-le-bol fiscal, comme avait dit Moscovici, et j'ajouterais problème de chômage important, problème aussi de dépenses sociales qui parfois sont potentiellement en cumulé des désincitations au travail. Et ça, il faut le regarder en face. Il faut être capable de se rendre compte que oui, il y a des abus. Oui, c'est pas normal d'avoir simplement une centaine d'euros d'écart entre celui qui va avoir un gamin, un couple avec un gamin et un couple avec un gamin. Vous avez un écart que de 100 euros s'il y en a qu'un qui est au SMIC, qu'un qui travaille, par rapport à celui qui va cumuler des minima sociaux. Ben ça, c'est pas normal. Hein ? Et c'est pas normal non plus qu'il n'y ait pas plus de contrôle, que beaucoup d'entre eux puissent travailler de manière non déclarée à côté. Tout ça, c'est... Voilà. Après, on touche sur des sujets qui sont des sujets délicats, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin des aides, et il y en a d'autres qui sont un peu dans le... J'optimise le système. Il n'y a pas que l'optimisation fiscale en France. Hein. L'optimisation sociale, ça existe aussi. Et ça, c'est hyper tabou. Donc on a demandé, nous, à la CNAF, donc à la Caisse nationale des allocations familiales, d'avoir les données, au moins pour un département, de manière anonymisée, sans, à la limite, on s'en fiche même de savoir quel est le département, les montants cumulés et la composition des foyers. On m'a répondu, on ne peut pas, c'est impossible, on n'a pas le droit de vous donner ces données. Donc là, je suis en pourparlers avec eux. Puis j'ai lancé quelques autres personnes sur le coup. Mais il y a un problème. On ne peut pas évaluer. On ne peut même pas savoir si on plafonne comme on propose à 2500 €. On ne peut même pas savoir combien on économisera. Alors, certes, il y a un problème... Et le problème finalement de la montée du Front National, c'est le problème de tous les non-dits aussi, de tout ce qu'on n'explique pas, de tout ce qu'on n'assume pas. Et il y a beaucoup de votes Front National qui sont en fait des votes de défiance ou d'énervement. Mais est-ce que ce sont vraiment des gens qui veulent voir gérer par ce parti ? J'en sais rien. Est-ce qu'il sera plus mauvais ou meilleur ? Je ne peux pas vous dire s'il est à la tête de collectivités. Il y en a certaines qui sont dirigées aujourd'hui par certains de leurs élus. Il faudra faire le bilan avec les chiffres aussi. La question, c'est est-ce que leur programme est cohérent et va dans le bon sens ? Non. Non. Après, je pense qu'ils surfent aussi sur le manque de courage de nos politiques en général. Et que c'est facile. Parce que, voilà. Alors, moi, souvent, on m'a dit, bah, attends, tout ce que tu dis, toutes vos études, finalement, ça risque de faire monter le Front National. J'écoute. Ceux qui me disent ça, j'ai envie de leur dire, non, mais tu peux pas juste faire l'autruche, pas savoir comment on gère ce pays, et juste avoir peur de faire monter les extrêmes. Dans ce cas-là, c'est pareil pour le Front de gauche. Non, il faut dire les choses.
Et je pense qu'il faut responsabiliser nos élus qui potentiellement peuvent devenir des élus importants et être amenés à avoir le pouvoir. Après, ça pose aussi la question de la représentation nationale, de ceux qui ne sont pas représentés. C'est un énorme débat. Hein. C'est aussi la question de la proportionnelle, etc., etc., etc. Enfin, globalement, je dirais qu'on peut dire qu'il y a toujours un lien sur les territoires où il y a un vote élevé, Front National ou extrême, et de la dette, du déficit, de la mauvaise gestion publique, des habitudes qui sont de mauvaises habitudes, où on dépense largement, en imposant largement aussi, et du chômage élevé. Et là, moi, je réponds, la réponse à tout ça, c'est l'entrepreneuriat. C'est bête, mais c'est ça. Et en réalité, personne ne le dit. J'ai eu ce débat avec Jean-François Kahn sur Paris Première, et quand je lui ai dit, mais il faut quand même regarder que c'est dans les boîtes que se crée l'emploi, et que c'est ça notre avenir, et que c'est ces entreprises qu'il faut arriver à créer en France, à retenir en France. Il s'est moqué de moi en disant, bah, on n'avait pas encore compris, etc. Il ne faut pas être blasé et cynique. Il faut le dire, ça. Et même le dire dans les écoles, et même le dire à des enfants qui sont jeunes. Quand François Hollande, aux Assises de l'entrepreneuriat à l'Élysée, dit il y a 3 ans, je demanderai en 6e de donner des cours d'entrepreneuriat, et que l'association des professeurs de sciences économiques et sociales fait un communiqué en disant que c'est scandaleux, je me dis, ben, il y a un vrai sujet. On ne peut pas être contre l'entrepreneuriat. C'est pas possible. On ne peut pas être contre le fait qu'un élève de 6e qui peut comprendre énormément de choses. Moi, j'ai des enfants plus petits qui comprennent déjà beaucoup de choses sur l'entreprise, sur comment on crée, comment... Enfin, bon. Là, il y a... Oui. Mais il y a vraiment un sujet important. Et si on renoue à l'école avec les valeurs de l'entrepreneuriat, je suis quasiment sûre que on aura d'abord plus d'entrepreneurs, plus de gens qui accepteront le jeu de l'entreprise, le jeu de l'équipe, etc. Et puis, moins de votes pour des propositions qui nous emmèneront pas moins dans le mur que la gestion actuelle. Donc voilà, moi je suis comme d'habitude optimiste malgré tout, parce que je crois dans le bon sens des Français. Voilà. Et j'ai plus confiance dans le bon sens des Français que dans le bon sens parfois de leurs propres élites. Voilà.